D'abord, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir conviée à cette session sur la cholestase gravidique. Moi, je suis gynécologue obstétricienne à la maternité Port-Royal à Paris. Et donc, on va faire en duo ce topo sur la cholestase qui va être à la fois hépatologique et obstétrical. Nos liens d'intérêt qu'il faut qu'on laisse comme habituellement dans les congrès. 5 secondes normalement. Alors, comme vous le savez, au cours de la grossesse normale, il y a des modifications qu'il faut prendre en compte. Il y a des choses qui normalement se modifient pas, les transaminases, les gamma-GT, la bilirubine totale et conjuguée, et les facteurs de coagulation. Même si ça peut bouger un petit peu. En revanche, ce qui est modifié, ce qu'il faut prendre en compte au cours d'une grossesse normale, c'est bien sûr l'augmentation des phosphatases alcalines au cours de du troisième trimestre, ça vous le savez bien, la diminution de l'albuminémie du fait essentiellement d'une augmentation de la volémie, et puis maintenant qu'on peut faire des fibroscans aux femmes enceintes, l'augmentation progressive, pas énormément, du fibroscan. Et puis également, ce qui est très fréquemment noté, c'est le sludge vésiculaire, lorsque ces femmes ont une échographie donc au cours de la grossesse. Vous savez également qu'on a l'habitude de distinguer lorsqu'une femme enceinte a des anomalies du bilan hépatique de manière un petit peu systématique, d'une part les hépatopathies spécifiques et d'autre part les hépatopathies non spécifiques. L'hépatopathie non spécifique, ça va dépendre essentiellement du recrutement de la maternité, mais ça peut être une hépatite virale, des médicaments, bien que la femme enceinte prend peu de médicaments, ça peut être une pathologie autre. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les hépatopathies spécifiques, avec d'une part l'ictère des vomissements gravidiques, d'autre part la cholestase gravidique qu'on va détailler avec vous, la stéatose hépatique aiguë gravidique et le foie toxémique avec ou sans HELLP syndrome. On va parler essentiellement, on va parler de la cholestase gravidique, mais juste, je vous rappelle ce schéma à garder en permanence en tête. C'est le premier trimestre, c'est pour les hépatopathies spécifiques de la grossesse, c'est l'ictère des vomissements gravidiques. La cholestase gravidique, c'est deuxième éventuellement, mais surtout troisième trimestre. La stéatose hépatique aiguë gravidique, c'est troisième trimestre, avec parfois une aggravation dans le postpartum immédiat. Et puis le foie toxémique, c'est-à-dire pas seulement le HELLP syndrome, c'est le foie toxémique avec ou sans HELLP, c'est essentiellement le troisième trimestre et un petit peu en postpartum. Donc, pour illustrer un peu cette présentation, on vous propose de réaliser un petit cas clinique pour lequel vous pouvez voter. Donc, il s'agit du cas de Madame M, qui a 38 ans, qui est chilienne. C'est une première grossesse qui a été obtenue par procréation médicalement assistée. Elle est à 29 semaines d'aménorrhée. C'est un fœtus qui est singleton, donc un seul bébé, eutrophe à l'échographie et sans malformation. Et elle se présente aux urgences de la maternité pour un prurite qui évolue depuis 3 jours, qui est insomniant, qui n'est pas amélioré par les crèmes émollientes et associé à des lésions cutanées multiples au niveau des membres inférieurs et au niveau de l'abdomen principalement. Donc, tout d'abord, quels sont les éléments suivants qui pourraient évoquer la cholestase? Est-ce que l'origine géographique de la patiente peut avoir un lien avec la pathologie? Est-ce que la PMA est un facteur de risque de la pathologie? L'atteinte cutanée est-elle systématique? Y a-t-il un ictère clinique associé ou non? Et est-ce que l'examen clinique retrouve une hépatomégalie? Donc on vous laisse voter. C'est un choix multiple. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps. Lancer le vote. Lancer le vote, pardon. D'accord. 20 secondes. Heureusement qu'on est deux, parce que... Donc comment ça se passe? On a le vote. Alors le vote, comment on le fait sortir? Il est sorti, on l'a. Il est sorti. Il est sorti. Bon. Mais si on passe à la diapo suivante, ça reste ou pas? C'est ça la question. Donc une majorité de A et de B, effectivement, les réponses qui étaient les réponses correctes, c'est que l'origine géographique de la patiente peut avoir un lien avec la pathologie
et que la PMA est un facteur de risque. Il n'y a pas forcément d'atteinte cutanée associée au prurite, et puis il n'y a pas forcément d'ictère, et on ne retrouve pas toujours des pathomégalies dans le cas de suspicion de cholestase. La prévalence de la cholestase, elle est variable selon les pays et particulièrement élevée au Chili et en Bolivie, avec en France une prévalence qui est à peu près de 2 à 7 pour 1000 et ça représente à peu près 0,5% des accouchements. Les facteurs de risque principaux qui ont été retrouvés, c'est la gémellité, la procréation médicalement assistée, l'antécédent familial ou personnel lors d'une grossesse précédente quand il y a eu déjà une cholestase, et puis des hépatites chroniques et des hépatopathies chroniques comme l'hépatite C. Le prurite peut s'associer à des lésions de grattage qui ne sont pas systématiques, mais on peut avoir des lésions de grattage qui sont des lésions même infectées. Et un ictère clinique peut apparaître secondairement, mais il n'est pas systématique dans ce cadre-là. Après, vous pourrez poser des questions à la fin, on va dérouler le cas clinique, mais du coup, deuxième série de questions, toujours un choix multiple. En première intention, qu'est-ce que vous faites? Une biologie hépatique, un dosage d'acide biliaire, une biopsie cutanée avec immunofluorescence, une échographie hépatique et un ECBU. On lance le vote. D'accord. Alors, on y reviendra pour les acides biliaires. On aurait pu éventuellement le mettre d'emblée, mais on y reviendra. Donc, en tout cas, un bilan biologique hépatique, évidemment, une échographie du foie, évidemment, et un examen d'urine, oui, parce que, on va le voir, c'est un facteur qu'on retrouve fréquemment. Alors, déclencheur associé, on ne sait pas trop, mais en tout cas, toujours rapporté et assez fréquemment retrouvé. Alors, bon, le diagnostic, c'est simple, ça repose sur le prurite. Donc, il faut que la femme soit prévenue, la sage-femme prévenue, et puis l'obstétricienne prévenue aussi. Habituellement, c'est ça, c'est le prurite qui, à partir du 2e ou éventuellement le 3e trimestre, les anomalies du bilan hépatique ne sont pas obligatoires. Donc, le seul fait d'avoir un prurite fait poser le diagnostic de cholestase gravidique, sauf les diagnostics différentiels qu'on verra après. Donc, et l'autre élément, c'est quand il y a des anomalies du bilan hépatique associées, ça va être surtout une augmentation des transaminases, une augmentation des alates, et de façon parfois un peu troublante, c'est que cette augmentation des alates peut être très élevée, supérieure à 10 fois la normale. Quand on avait repris la série de Port-Royal, il y avait 10% des cholestases gravidiques qui avaient à un moment donné des transaminases au maximum supérieures à 10 fois la normale. Et puis en effet, il y a de manière quasi systématique, on pourra discuter le quasi, une augmentation des acides biliaires dosés à jeun. L'échographie hépatique est utile pour éliminer un diagnostic différentiel, c'est pas toujours évident de l'organiser. Et puis, c'est un diagnostic, il faut éliminer les autres causes de cytolyse. Donc ça, c'est important. Et puis, en effet, le CBU, on en a parlé, parce que l'infection urinaire est fréquemment associée. La question qui va se poser, c'est les diagnostics différentiels, en tout cas du prurite en fin de grossesse, quand on a un bilan biologique hépatique qui est strictement normal, avec des acides biliaires à jeun qui sont normaux, et pourtant une patiente qui a un prurite qui n'est pas forcément insomniant et qui n'a pas une typographie typique, eh bien, il faut discuter d'adresser la patiente dans les services de dermatologie pour évaluer, parce qu'il y a des dermatoses spécifiques de la grossesse, donc un tableau un peu récapitulatif des différentes... Et là, vous allez apprendre des choses, parce que... Les différentes dermatoses de la grossesse, donc elles vont être variables en fonction du type de dermatose. Et le diagnostic va être évoqué en fonction du contexte clinique, du terme d'apparition des symptômes, de la parité.
Les lésions, majoritairement, sont des lésions urticariennes, sauf dans l'eczéma atopique de la grossesse où c'est des lésions de xérose généralisée. La localisation va orienter sur le diagnostic. Donc, il y a la dermatose polymorphe de la grossesse et la pemphigoïde gestationnelle qui vont être principalement sur l'abdomen. Et pour la dermatose polymorphe qui va respecter la zone péri-ombilicale, alors que la pemphigoïde gestationnelle, elle va atteindre la peau jusqu'à l'ombilic. Et souvent, sur la pemphigoïde, on va avoir un prurite qui précède l'éruption, alors que, à l'inverse, la dermatose, on va avoir l'éruption puis le prurite associé. Le diagnostic, c'est la pemphigoïde gestationnelle qui va nécessiter une immunofluorescence avec le dosage de certains anticorps qui est fait par les dermatologues, qui va permettre de définir le diagnostic. Le pronostic maternel, il est dans la majeure partie du temps bon, avec une rémission à l'accouchement et parfois des récidives sur la pemphigoïde gestationnelle qui sur les grossesses ultérieures. Le pronostic fœtal, en dehors de la pemphigoïde gestationnelle qui va entraîner des retards de croissance intra-utérin, c'est un pronostic bon des dermatoses spécifiques. Et le traitement, c'est les dermocorticoïdes, comme l'utilisent beaucoup les dermatologues. C'est toi. Donc là on va continuer. Vous avez vu les diagnostics différentiels, mais le point vraiment important, c'est le prurite, c'est l'alerte. Il ne faut pas perdre de temps, parce qu'on va voir la prise en charge. Et donc, mais c'est le point d'alerte. Et donc, il ne faut pas non plus errer vers la discussion d'une maladie dermatologique quand il n'y a pas lieu. Donc, vous faites le diagnostic de cholestase gravidique chez cette patiente devant le prurite et un bilan biologique perturbé et l'absence d'autres causes. En l'occurrence, cette patiente a des alates à 280 unités par litre pour une normale inférieure à 45. Les acides biliaires que vous avez dosés sont à 44. On verra éventuellement l'intérêt, ce qui n'est pas un intérêt pour le diagnostic positif, mais on verra pour le pronostic tout à l'heure, avec une bilirubine totale qui reste normale à 15 micromoles. Concernant la suite de la grossesse chez cette patiente, quelle est la conduite à tenir d'un point de vue hépatologique? Alors, on vous a mis cinq propositions. Premièrement, vous débutez un traitement par acide urso-désoxycholique seulement s'il existe des anomalies du bilan hépatique. 2, à la dose maximale de 10 mg kg/jour. 3, plutôt à dose progressive. 4, qui sera arrêté à la disparition du prurite. 5, qui sera associé à la cholestéramine, c'est-à-dire au questran. Je lance le vote. Bon, alors, on va voir ça. Plutôt à dose progressive, je suis tout à fait d'accord, mais par rapport à ce qui est écrit dans le Vidal, notamment, je crois qu'il faut utiliser des doses plus importantes. On va y revenir. Il faut vraiment utiliser des doses qu'on utilise habituellement dans les maladies cholestatiques standards. Rapporté, on va dire, au poids avant la grossesse, mais voilà. Donc, l'autre élément, c'est qu'une fois qu'on a commencé le traitement, même si les choses s'améliorent cliniquement, même si les choses s'améliorent biologiquement, le traitement va être continué jusqu'à l'accouchement. Et la cholestéramine, je pense qu'il ne faut plus utiliser ce traitement qui a peu d'efficacité, qui est pas bon et qui apporte aucun bénéfice en réalité. Alors, bon, l'acide urso-désoxycholique, la dose progressive, il ne faut pas hésiter à augmenter les doses en fonction
du bénéfice sur le prurite en fonction de la biologie et essayer même de aller au-delà sur une courte période jusqu'à 25 mg kg jour si les choses ne s'améliorent pas. Et puis on va faire le plus souvent un traitement symptomatique en utilisant l'hydroxyzine qui est la Tarax, qui a le bénéfice aussi de faire dormir quand les démangeaisons sont vraiment insomniantes. Et donc habituellement, dans la plupart des cas, on arrive avec une association acide urso-désoxycholique en montant des doses progressives et de la Tarax et en tenant comme ça. De manière beaucoup plus rare, je vous ai mis, je pense que vous aurez accès aux diapos sans problème, mais je vous ai mis les références du CRAT. Le CRAT, c'est la base de données qui regarde la toxicité médicamenteuse au cours de la grossesse. Et donc, il est dit qu'a priori pour l'hydroxyzine, on n'a pas de problème évident. Et puis vraiment, si on n'y arrive pas, va se discuter la rifampicine. La rifampicine, on peut l'utiliser. On utilise de la vitamine K orale associée en fin de grossesse dans une étude éventuellement ça aurait en association avec l'acide urso-désoxycholique peut-être un élément à bénéfice supplémentaire. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, c'est acide urso-désoxycholique, dose progressive, augmentant les doses en fonction de l'efficacité associée à la Tarax. Alors, l'efficacité du traitement par acide urso-désoxycholique, il y a un bénéfice sur le prurite, il y a un bénéfice sur la biologie hépatique. La question que l'on peut débattre, c'est le pronostic. Alors, on peut débattre notamment avec la dernière étude du Lancet anglaise, qui est une étude randomisée négative, mais c'est pas parce que les Anglais ont dit que c'était négatif, ce qui est quand même leur habitude pour les études randomisées. Je vous rappelle les bêta-bloquants. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser et qu'il n'y aura pas un bénéfice sur le pronostic. Je vous rappelle la méta-analyse de Yannick Bach dans le gastro-entérologie et une méta-analyse récente dont on va parler qui inclut les 4 études randomisées qui ont été faites et cette méta-analyse est positive. Je vous ai mis 2 schémas sur cette méta-analyse des 4 études randomisées. Il y a un bénéfice de l'acide urso sur la mortalité néonatale et sur la prématurité. C'est un élément majeur. C'est vrai, globalement, quand on fait sur le schéma de gauche l'ensemble des patientes randomisation, contrôle AUDC, vous avez un bénéfice avec un hazard ratio à 0,49. Et puis quand on va se focaliser, on va commencer à parler de l'intérêt éventuellement pronostique des acides biliaires dans l'intervalle 40 à 100, où on a l'impression, même si c'est un peu difficile, que c'est dans cet intervalle-là, à partir de 40, qu'on a des risques plus élevés, et bien là, vous avez un bénéfice, on va dire, encore plus important, encore plus significatif. Du coup, donc, après avoir introduit le traitement, ça c'est plus mon domaine à moi, c'est la conduite à tenir obstétricale chez cette patiente. Donc, il y a plusieurs propositions. Est-ce qu'il faut interrompre la grossesse immédiatement? Est-ce que le risque est maternel? Est-ce qu'il est fœtal? Doit-on instaurer une surveillance spécifique de la grossesse ou il n'y a aucun risque et aucun sur-risque pour la grossesse lié à la cholestase gravidique? Donc je vais lancer le sondage. Du coup, donc, non, en effet, on n'interrompt pas la grossesse immédiatement. Il y a un risque maternel quand même de complications secondaires et on va y revenir par la suite.
Il y a un risque fœtal qui est important, qui nécessite une surveillance spécifique de la grossesse, mais il y a des risques et sur le plan maternel et sur le plan fœtal. Ils sont pas mauvais quand même Non, en ils obstétrique. sont pas mauvais. La suite arrive, j'attends de les piéger un peu. Donc les risques maternels associés, c'est une augmentation du risque de prééclampsie sur les cholestases sévères. Il y a quelques revues qui ont montré que dans le cadre de cholestases sévères, quand on avait des acides biliaires au-delà de 40 et jusqu'à 100, il y avait plus fréquemment des prééclampsies qui apparaissaient chez les femmes et puis également une augmentation du risque de diabète gestationnel associé. Donc c'est pas anodin sur le plan maternel d'avoir une cholestase gravidique. Et puis pour les risques fœtaux, eh bien, on a une augmentation de la mortalité périnatale, une augmentation de la prématurité. Alors il y a à la fois de la prématurité spontanée, mais également de la prématurité induite. Plus fréquemment, l'apparition d'un liquide amniotique méconial. Le liquide amniotique méconial, c'est le relargage en fait, du méconium dans le liquide amniotique qui est lié à des troubles de la régulation et des troubles parasympathiques chez le fœtus. Et donc qui montre des signes de souffrance fœtale en fait. C'est plus un mot qu'on devrait utiliser, mais en tout cas de retentissement sur le fœtus et un risque de mort fœtale in utero dans le cadre de cholestases qui sont plutôt très sévères, qui représentent 1 à 2% des cholestases gravidiques. Les acides biliaires, y a-t-il un seuil pronostic? Dans les dernières revues, le seuil de 40 micromoles par litre montrait une augmentation du risque de relargage du méconium dans le liquide amniotique et puis au-delà du seuil de 100 micromoles par litre, à ce moment-là, un risque majoré de mort fœtale in utero. Donc, après une courte hospitalisation, afin de faire le bilan, d'instaurer le traitement et de mettre la surveillance en place, la patiente rentre à domicile avec un examen clinique 3 fois par semaine pour lesquels on réalise une bandelette urinaire et puis un enregistrement du monitoring fœtal 3 fois par semaine également. La grossesse se poursuit, le prurit régresse avec une stabilité du bilan biologique. Pour la suite de la grossesse, quelles sont vos décisions? Est-ce que vous décidez d'un accouchement à 34 semaines, à 36 semaines? Est-ce qu'on poursuit le suivi, la surveillance de la patiente jusqu'au travail spontané? Et y a-t-il un intérêt à réaliser une césarienne d'emblée? Ça se complique. Donc pour la majeure partie, on poursuit la surveillance de la patiente jusqu'au travail spontané. Il n'a pas été montré que faire accoucher une patiente plus prématurément à 34 ou 36 semaines améliorait le pronostic sur le plan fœtal et néonatal. Cependant, on a des recommandations internationales qui sont très très hétérogènes, avec pas de terme précis d'accouchement en fonction des pays. On va avoir 36 semaines, 39 semaines, voire même aller jusqu'à terme. En fait, il n'y a pas de bénéfice ni de risque à une prise en charge active. Il y a quand même pas de voie d'accouchement privilégiée parce que pas de bénéfice de la césarienne sur le risque d'asphyxie néonatale par rapport au déclenchement, quand on est dans le cadre d'une cholestase. Après, dans la réflexion, on est quand même en dessous de 37 semaines sur des fœtus qui ont une prématurité modérée, avec, on le sait, sur des troubles sur le plan respiratoire, des troubles de l'oralité, des troubles de l'alimentation. Donc, il n'y a pas d'indication formelle à déclencher l'accouchement de manière prématurée. C'est des décisions qui se font un peu au cas par cas, qui vont évoluer en fonction des symptômes cliniques. Si on a une recrudescence du prurit, si on a un bilan hépatique qui se perturbe de nouveau ou des signes de retentissement fœtal, à ce moment-là, on va rediscuter du terme de l'accouchement. Donc ça vaut le coup d'avoir une discussion conjointe, et puis bien sûr au sein de l'équipe obstétricale et en fonction de la gravité de la cholestase.
Alors, on va terminer sur le facteur de risque et puis sur la physiopathologie. Bon, bien sûr, il y a le rôle des estrogènes, ça vous l'avez compris, mais quand on va un peu au-delà, il y a bien sûr la question des facteurs génétiques et puis la question quand fait-on une recherche génétique. Alors, il y a la notion d'augmentation du risque familial, hein, la notion d'augmentation de risque dans certaines ethnies, on en a parlé au début, et puis bien sûr la question de la recherche de cholestage génétique, essentiellement des mutations ABCB4, mais pas seulement. Il y a des descriptions d'autres mutations. Mais si on reprend l'étude systématique de Yannick Bach sur une recherche systématique de tous les cas qu'il avait vus pendant une certaine période de cholestase gravidique successifs, eh bien, moins de 20% des cas étaient associés à une mutation ABCB4. Alors, donc, c'est vrai qu'une patiente ayant une cholestase gravidique, on pourrait être amené à dire, faisons une analyse génétique. En fait, pour l'instant, habituellement, on en est à rechercher une cause génétique dans un certain nombre de cas. Alors, on peut citer bien sûr les formes sévères, avec un ictère, une complication, les formes précoces qui débutent au 2e trimestre, les formes avec gamma-GT élevé, lorsqu'il y a un contexte familial ou bien sûr un contexte lithiasique déjà, il y a de la famille ou personnel pour la lithiase, et puis notion d'anomalie du bilan hépatique sous œstroprogestatif. Et puis l'élément, c'est que actuellement on recommande de revoir, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, je revois ces patientes systématiquement avec un bilan hépatique. On va dire, j'ai l'habitude de 3 mois après la grossesse pour être sûr que le bilan se normalise. Parce qu'il y a un certain nombre de patientes dont le bilan ne se normalise pas, et là vous avez à faire un diagnostic de maladies génétiques, mais également d'autres pathologies. Donc, pour conclure, la cholestase gravidique, c'est une pathologie qui a un diagnostic facile et précoce si la patiente est prévenue et si l'équipe obstétricale est prévenue, avec l'apparition et le seul signe à prendre en compte qui est le prurite, principalement au 3e trimestre et parfois au 2e trimestre. La nécessité d'instaurer un traitement par acide urso-désoxycholique si le diagnostic est suspecté, même en l'absence de troubles du bilan hépatique, avec la mise en place également d'une surveillance rapprochée maternelle et fétale. Alors, se discute le rôle pronostic du dosage des acides biliaires initiaux et le rôle pronostic de la variation des acides biliaires au cours du suivi, qui, pour le moment, n'a pas été prouvé dans la surveillance obstétricale. Il y a peu d'indications à l'interruption de la grossesse, sauf des situations de complications maternelles, de prééclampsie sévère maternelle ou de retentissement fœtal. Il faut évidemment s'assurer de la normalisation du bilan hépatique dans le postpartum et puis discuter la recherche d'une cholestase génétique en l'absence de normalisation et informer les patientes que ça peut récidiver sur les grossesses ultérieures et qu'elles soient alertes des symptômes quand elles ont quand les symptômes récidivent pour qu'on instaure le traitement rapidement. Merci beaucoup Mathilde et Philippe. Cette présentation est ouverte à discussion. Y a-t-il des questions dans la salle ? Juste, moi, à ce moment-là, je vais me poser une question. Ah, tu poses une question. Non, on va reparler des acides biliaires. Ah bon, parfait alors. Bien. Patrick ? Oui, moi j'aimerais savoir si on peut avoir une cholestase gravidique sans prurite. Alors, effectivement, on a des patientes qui ont des cholestases, des cholestases sans prurite, mais c'est pas la majeure partie des patientes. Et on ne sait pas trop ce que c'est. On va essayer justement de démembrer un peu ces pathologies qui ressemblent à rien au cours de la grossesse, mais voilà.
Pour l'instant, on peut dire que ça peut parfois, peut-être, rarement exister, mais je ne suis pas sûr que c'est le même pronostic du tout. Donc ça va très bien avec la question suivante que tu voulais soumettre, Philippe. Y a-t-il des cas de cholestase gravidique avec des sels biliaires normaux? La réponse est oui. Je me bats avec la biochimie et éventuellement avec les obstétriciens pour... voilà, ça peut exister. Honnêtement, quand vous faites un dosage d'acide biliaire, même à jeun, vous faites ça, vous le faites à la femme enceinte 2 matins de suite, vous observez quand même une certaine variabilité dans le dosage. Donc, faut éventuellement le refaire. Et c'est pour ça que je m'interroge sur les seuils. Les seuils, ils ne sont pas stricts. Voilà, c'est un ordre d'idée, mais vraiment, il y a quand même une variabilité dans le dosage intra-individuel, même quand c'est fait à jeun. Et donc, voilà, il faut être assez souple sur les seuils quand même. Une question dans la salle. Bonjour. Je voulais savoir sur le plan histologique, est-ce qu'on avait des lésions qui sont typiques? Et par exemple, de façon plus précise, quand on a une patiente en postpartum qui présente une espèce de cholestase un peu traînante qui va avoir une PBH, est-ce qu'il peut y avoir une confusion du coup avec une pathologie cholestatique autre? Alors, j'ai jamais autant j'ai biopsié quelques stéatoses hépatiques aiguës gravidiques en fin de grossesse par voie transjugulaire. On avait fait ça avec Jacques Bernéau à une époque et avec Didier Lebrec à une époque peu héroïque, avec là des lésions qui ont des cris spécifiques, hein, bien sûr. En revanche, la cholestase, on n'a pas de données à ma connaissance en cours de grossesse, et les éléments qui pourraient nous dire, en fait, ça disparaît très vite, hein, les anomalies du bilan hépatique. Donc, s'il reste quelque chose, c'est qu'il y a un diagnostic à faire. Et donc, si on fait la biopsie, mais souvent on la fait pas à ce moment-là, dans le postpartum, on prend le temps d'attendre que ça se normalise pas finalement, et puis on fait le bilan étiologique. Et donc, ça va dans le diagnostic d'une maladie X qui s'est révélée par un tableau de cholestase gravidique. Ok, merci beaucoup. Alexandre? Oui, merci beaucoup. J'ai une question qui est peut-être un peu provocante, mais c'est sur le suivi fœtal au moment du diagnostic. Ouais. Parce que finalement, il y a quand même certains obstétriciens qui proposent d'hospitaliser les patientes jusqu'à l'accouchement. Bon, ça se fait de moins en moins, mais ça continue à se faire encore de manière pratique. En refaisant la biblio il y a quelques temps, j'avais cru comprendre que finalement, c'était extrêmement compliqué d'identifier suffisamment à l'avance quel bébé, quel fœtus va malheureusement présenter des complications graves. En pratique, vous avez l'impression que le suivi rapproché permet d'anticiper des complications fœtales de manière importante? En fait, on a l'impression surtout que dans les situations où il va y avoir une complication fœtale, il y a des symptômes maternels qui se majorent et des troubles maternels qui apparaissent. Et donc, c'est là-dessus qu'on a des complications fœtales. Ça reste exceptionnel qu'on ait des morts fœtales in utero sur des cholestases qui sont bien équilibrées, qui n'ont plus de symptômes et un traitement bien conduit. Et j'avais une deuxième question, si je peux, c'est vous avez parlé donc des complications maternelles de la cholestase, que moi personnellement je ne connaissais pas du tout. Vous avez une idée de l'ordre de grandeur du surrisque par rapport à une grossesse normale? Vous parliez du diabète gestationnel, c'est x2, c'est 20% de plus, c'est x10, J'ai pas les chiffres en tête. D'accord, merci. Alors, une autre question. En combien de temps on augmente la posologie de l'AUDC et quels sont les critères pour augmenter très rapidement les doses? Dans quelle situation il faut mettre une dose d'emblée maximale? Le prurite et puis le dosage des acides biliaires, du coup. Hein? Et toi, Philippe, tu fais l'augmentation sur combien de 48 semaines heures. ou tu mets d'emblée une dose Non, je mets d'emblée une dose qui est de l'ordre de 15 mg kilo jour. Enfin, j'essaye de convaincre, voilà. Et puis, je fais des paliers de 2-3 jours, hein, pour essayer vraiment de passer. Parce que à un moment donné, normalement, ça va passer.
Et il faut arriver à la dose, mais ça va passer. Dans la majorité des cas, on va y arriver. Parce que moi, dans mon expérience, j'étais plutôt comme toi. Je mettais d'emblée une dose efficace. Ouais. Tu veux nous faire comprendre que c'est plus les obstétriciens qui sont un petit peu frileux sur la dose? Non, parce qu'ils suivent ce qu'il y a décrit dans le Vidal. Enfin, plus maintenant. Non, mais plus maintenant, Nous, parce on a que arrêté. voilà. Tu les as éduqués. C'est ça, on est bien éduqués. Maintenant, on met des fortes doses rapidement. Vincent? Oui, est-ce que vous pouvez nous dire clairement quels sont les guidelines des obstétriciens par rapport au déclenchement de l'accouchement? Eh bien, il n'y en a pas. On attend Et les alors, RCP de 2022. Il y a une histoire célèbre qu'avait communiqué Loïc Saint-Hilaire, qui était une dame qui avait une cholestase gravidique avec un taux d'acide biliaire inférieur au seuil critique de 40, et donc qui avait été vue à la visite à la 37e semaine, qui était repartie chez elle sous acide urso, qui a perdu son fœtus, je crois, 1 semaine ou 15 jours après. La date programmée de l'accouchement était la 39e semaine, et depuis, il traîne dans les guidelines, il me semble, qu'il faut vraiment le faire à la 37e semaine. Et avec Yannick, on était assez réticents. Enfin, nous ne sommes que des pauvres hépatologues, et on disait attention, il faut laisser le temps à l'acide urso de marcher. Et puis là, quand on parle de prématurité, c'est une variable très compliquée, parce qu'il y a la prématurité qui est absolument justifiée par la souffrance fœtale, ça on ne discute pas. Et puis il y a la prématurité induite, qui est le reflet des pratiques, parce qu'on pense que c'est une maladie grave, parce que voilà, l'exemple que j'ai cité fait que finalement on préfère se mettre à l'abri. Et donc ce serait bien qu'il y ait des guidelines qui soient clairs. RPC 2022. Parfait. C'est la cholestase gravidique, elles sont en cours. Alors, toujours sur le traitement, donc si on a une femme qui fait une première cholestase gravidique, lors de sa 2e grossesse, y a-t-il une indication à mettre un traitement préventif par AUDC? Et si oui, à partir de quel trimestre? Alors, moi, j'en mets pas si on n'est pas dans le cadre d'une cholestase génétique. Autrement dit, j'essaye de passer le premier trimestre sans acide urso-désoxycholique, mais le déclencher tout de suite dès, on va dire, le J1 du prurite. En revanche, si on a fait le diagnostic de cholestase génétique au cours de la première grossesse, bien sûr, on est sous AUDC et on continue l'AUDC. Si tu as une mutation génétique, ce traitement, tu mets dès le premier trimestre? Tu ne l'arrêtes plus après. Tu l'arrêtes pas. Et surtout, tu dis, lors de la prochaine grossesse, il ne faudra pas l'arrêter. Ouais. Voilà. On va rester dans le traitement, mais en changeant de classe. L'hydroxyzine est-il le seul antihistaminique efficace? Puisqu'a priori, sur le CRAT, la cétirizine est préférée. Oui, moi je crois que les deux sont un peu équivalents. Et je trouve que ce que dit le CRAT est assez rassurant sur les deux molécules. Ce qui est quand même bien sur le plan de la grossesse. Il y a pas quand même, on est quand même très réticent à rajouter des médicaments au cours de la grossesse. Nous, on associe et la cétirizine et l'hydroxyzine. Chez les patientes qui se grattent beaucoup, elles ont de la cétirizine dans la journée et de l'hydroxyzine le soir. Donc c'est un peu, c'est un cocktail d'obstétricien, mais ça marche bien. On reste dans le traitement pour bien être clair. Et, on repose la question sur si vous démarrez la UDC dans le symptôme prurite, même si pas de cholestase et un dosage d'acide biliaire normal. Moi, oui, parce que le symptôme prurite, c'est l'alerte. Plus on va commencer tôt, plus on aura des chances d'être efficace. On connaît des cholestases gravidiques avec un bilan hépatique normal et une augmentation des acides biliaires, ça c'est très simple. Il y a des cas où vous dosez aujourd'hui le bilan hépatique il est normal, vous dosez ce matin le taux d'acide biliaire il est normal, mais n'empêche que demain il peut ne pas être normal. Donc vous commencez l'acide urso-désoxycholique. Dans le traitement, enfin c'est pas un traitement, dans le choix de la contraception postpartum, quelle est l'incidence d'avoir fait une cholestase gravidique?
Alors, on va prendre le cas d'une cholestase gravidique sans argument pour une maladie génétique autre, on va dire une cholestase gravidique standard. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication définitive à une contraception œstroprogestative, on va dire avec des dosages actuels d'estrogène. Si on peut faire autrement, pourquoi pas? Mais je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur une éventuelle contre-indication là-dessus. Il suffit d'être sûr qu'on a bien un bilan hépatique qui s'est normalisé, et puis suivre le bilan hépatique et dire que potentiellement, il peut y avoir en effet des anomalies qui peuvent survenir. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur une contre-indication à la contraception œstroprogestative. Et le point de vue de Mathilde? Pour moi, ce n'est pas une contre-indication formelle non plus. Avec une surveillance adaptée et une surveillance du bilan hépatique à 3 à 6 mois après l'instauration de la contraception, ce qui est recommandé de faire, un bilan lipidique et hépatique à 3 à 6 mois après la mise en place d'une contraception œstroprogestative. Donc oui à une contraception orale, mais qui respecte les bonnes pratiques de la contraception orale en général. En général. Voilà. On va passer aux facteurs de risque. Donc, est-ce que l'obésité majore le risque de cholestase gravidique? C'est une bonne question, je vous remercie d'avoir posé. Très bien, alors je pourrais dire, on va regarder, on va regarder dans la série Port-Royal, mais j'en ai une sur le... pas évident comme ça. Pas évident, c'est des personnes qui démarrent, qui n'ont pas de NASH, quoi, qui ne démarrent avec un bilan hépatique normal, quoi. On n'est pas dans la grossesse chez une femme qui a une NASH. On part d'une personne qui est censée être obèse, mais sans pathologie hépatique sous-jacente. Alors moi, j'avais une question. En quoi la PMA, quel est le mécanisme dans lequel la PMA est un facteur de risque? L'utilisation des oestrogènes. La surstimulation en oestrogènes, en fait, pour recruter des follicules qui sont en théorie pas recrutés. Et donc pour les ponctions d'ovocytes, à partir du moment où les patientes sont stimulées, et elles ont une majoration des oestrogènes pour aussi l'anidation, pour favoriser toute la mise en place de la grossesse, et donc du coup plus à risque. Sur la PMA pour toutes va entraîner probablement une augmentation des cholestases gravidiques. Probablement, potentiellement. Donc c'est la dose des oestrogènes qui influence. Parce que Ouais. vous avez dit que la contraception œstroprogestative... C'est la dose, parce que dans la contraception, on est sur des doses à en moyenne 20 microgrammes d'œstrogène, alors que chez les patientes chez qui on fait de la PMA, c'est des doses qui sont 3 à 4 fois supérieures. Alors, toujours dans les facteurs de risque, y a-t-il éventuellement un lien entre Mickey sous-Imurel et cholestase gravidique? Je regrette pas d'être venu. Voilà, les questions sont... Comme ça, c'est pas cité. Alors après, bien sûr, après, on peut découvrir peut-être une CSP, je sais pas, mais comme ça fait pas partie des choses classiques. Mais encore une fois, quand vous faites le diagnostic de cholestase gravidique, vous devez revoir la personne, ou en tout cas avoir un bilan hépatique normalisé. Moi, je le fais à 3 mois, pour être sûr qu'on est bien dans une cholestase gravidique classique et pas devant une autre pathologie, incluant les cholestases génétiques, mais pas seulement. D'accord ? Non, la seule pathologie, je vais revenir, ce qui a été décrite sur le plan hépatique, associée à quelque chose qui pourrait se rapprocher de la cholestase gravidique, c'est l'hépatite C. Il y a initialement une très belle étude suédoise qui a été ensuite confirmée, comparant dans leur registre les femmes ayant une hépatite chronique B et les femmes ayant une hépatite chronique C. Je parle des hépatites chroniques avec la multiplication virale, bien sûr. Il y avait davantage de prurite
chez les femmes ayant une hépatite chronique C. Ce qu'on ne sait toujours pas, si c'est réellement des cholestases gravidiques avec des risques équivalents à la cholestase gravidique, mais on fait comme si. On fait comme si c'était des cholestases gravidiques. Alors, On a d'autres questions? oui, mais plus simple. Alors, les questions, c'est sur la fréquence, enfin, le rythme de surveillance des acides biliaires pendant une cholestase gravidique. Donc, les obstétriciens, vous dosez à quelle fréquence, en fait? Alors, ça, c'est pareil, il n'y a pas de recommandation, mais nous, on les dose initialement au diagnostic et après, on ne refait pas de dosage. On surveille que les azotes et les alates. Ok, donc ça répond à une autre question qui était, les acides biliaires doivent-ils diminuer sous traitement? En fait, on ne les regarde pas. Voilà. Nous, pas particulièrement. Mais c'est vrai que la question se pose, mais parce que, encore une fois, le dosage d'acide biliaire est quelque chose d'assez variable. Mais à partir du moment, en effet, où le traitement par acide urso-désoxycholique a été instauré et que les choses vont mieux, voilà. C'est la clinique qui prime, en fait. Alors, c'est pour Philippe. Philippe, donc au cours de la grossesse, à quel rythme revois-tu les patientes? Tu les vois au moment du diagnostic? Même pas, Même c'est pas. par téléphone. Oui, tu donnes un avis téléphonique. Non, mais c'est vrai. Bon, après, Les obstétriciens connaissent très bien, ils savent, en fait. Ils savent, on travaille, voilà, ils savent. Mais c'est vrai que pas obligatoirement besoin de voir la patiente quand on vous explique que on est à la fin du 2e trimestre, elle a commencé à se gratter il y a 3 jours, elle a des transaminases à 3 fois la normale. Je vois Lauriane qui répond au DECT des pathologues, et voilà, elle a l'appel de la maternité, et puis bien sûr on élimine le reste, mais encore une fois on n'attend pas le résultat du reste avant de commencer l'acide urso-désoxycholique. Merci. Moi j'ai une autre question. Donc sur un plan théorique, normalement il n'y en a pas au 1er trimestre de la grossesse. Est-ce que dans votre expérience vous avez eu des cas? Et si oui, est-ce qu'il y a toujours un facteur prédisposant, par exemple comme une hépatite C chronique? On a eu des cas, mais finalement, on a retrouvé aussi, c'était pas des cholestases gravidiques isolées, on a retrouvé des cholestases génétiques derrière. Donc, Moi, personnellement, j'ai eu quelques cas, mais effectivement, j'avais une prédisposition génétique ou une hépatite C chronique. Donc Mais je pense que c'est quand même important de dire qu'on peut quand même exceptionnellement en voir. C'est vrai, on peut en voir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bien sûr, il y a le facteur qui joue. Et c'est vrai qu'il faut dégainer l'acide urso rapidement. Alors, dernière question. Ça intéresse, votre sujet. Non, mais on tient. Je vois. Donc, si une femme fait une première cholestase gravidique, son risque de survenue, est-ce qu'il est plus important sur les grossesses ultérieures ou identique au risque général de faire une cholestase gravidique? il est plus important. Et c'est multiplié par combien? Enfin, est-ce que vous avez les chiffres? Oui. Je sais pas. Si on avait dit, dans mon souvenir, on avait dit multiplié par 2, quelque chose, un facteur 2 et quelques. Mais après, ça dépend du terrain. Je pense que si tu es hépatologue ou obstétricien au Chili, on n'est pas du tout dans les mêmes, ranges. Merci beaucoup Mathilde et Philippe. Merci à la salle pour toutes les questions.